Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus nombreux et nombreux ce soir. Donc nous, on est ici dans le cadre de la conférence INCHA 26, si ça veut dire les défis interdisciplinaires dans la physique de la complexité et du vivant. Bon, Alexandre va tout nous expliquer, mais un terme très important pour nous, c'est les questions d'émergence, donc c'est-à-dire comment une somme d'individus est plus que la somme de ses parties. Vous comprendrez tous ces termes plus tard. Un petit détail de cette conférence qui nous tient à cœur, c'est que c'est une conférence qui est à destination des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs, avec l'idée que les ponts interdisciplinaires entre nous seront importants pour la future marche de la science. Donc ce soir, nous avons vraiment la chance d'avoir Alexandre Morin. Alexandre a fait sa thèse de doctorat à l'École normale supérieure de Lyon. Il a ensuite été chercheur postdoctoral aux États-Unis, entre New York et San Diego. C'est bien ça. Et maintenant, depuis quelques années, il dirige son groupe de recherche à l'université de Leiden, aux Pays-Bas. Alexandre, c'est à toi. Merci Yann. Voilà. Merci Yann. Merci à tous d'être venus ce soir. Alors, c'est un vrai plaisir de présenter mon domaine de recherche et quelques-uns de mes résultats ce soir à une audience grand public. C'est aussi une première fois. Alors, j'ai mis mes parents à contribution dans la préparation de cette présentation. Cependant, si quelque chose n'est pas clair, c'est entièrement ma faute, ma responsabilité. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre si par mégarde j'utilise encore des termes un petit peu trop complexes ou de jargon. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de troupeaux. Ce n'est pas tout à fait les troupeaux comme on les entend dans la vie de tous les jours. Ça va être un peu plus que juste quelques vaches dans un champ. Ça, vous allez comprendre. Et le domaine de recherche dans lequel ces travaux s'inscrivent s'appelle la physique de la matière active. Alors peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu ce qu'est la matière active, peut-être non. En tout cas, vous en avez tous fait l'expérience. Par exemple, ici, c'est une foule de personnes. C'est ce que nous, physiciens, on va appeler de la matière active. Alors c'est de la matière qui est composée d'individus actifs, des individus comme moi, comme vous, on est capable de se déplacer. Donc la locomotion est un élément important dans la matière active. Et quand beaucoup de ces individus sont tous ensemble, il y a des phénomènes collectifs qui émergent. Ça, c'est le concept d'émergence que Yann vient de mentionner, comme les oscillations ici que vous voyez dans cette foule très très dense. Alors, je vais détailler un petit peu cet exemple qui a été un travail de recherche récent publié l'année dernière. Ici, ce que vous voyez, c'est une foule. Heureusement, ce n'est pas notre quotidien ici à Cargèse, ni même à Leiden, je vous rassure. Donc ici, ce que vous regardez, c'est une scène qui se passe à Pampelune. Donc c'est un lieu très précis, c'est aussi en une date très précise. C'est le 6 juillet, où a lieu la feria. Donc c'est le festival de San Fermín. Et non seulement c'est une date très précise, mais c'est aussi une heure très précise. Parce que si vous regardez une vue de la place que je vous ai montrée, c'est la place de la mairie qui se situe ici. Vous voyez sur cette photo qu'au petit matin, elle est complètement vide. Et pourtant, peu avant l'ouverture du festival, qui a lieu à midi, le maire va sortir de la mairie pour ouvrir officiellement le festival de San Fermín, la foule est extrêmement dense. Donc dans cette étude, les chercheurs ont mesuré comment la densité de personnes augmente avec le temps à l'approche de l'ouverture du festival. Donc une heure avant l'ouverture, on voit une foule qui est encore assez disperse. Et ici, chaque personne a un point vert, ça permet de compter le nombre de personnes par mètre carré au sein de cette foule. 30 minutes avant l'ouverture du festival, non, 30 secondes pardon, avant l'ouverture du festival, la foule est devenue très très dense, comme vous le voyez sur la droite. Donc cette mesure, on peut la faire de façon très systématique, à partir de vidéos qui sont enregistrées, et on voit que la foule va de densité de 2 personnes par mètre carré, ce qui est une foule peu dense, on peut s'imaginer encore être tranquille à 2 personnes par mètre carré, et augmente progressivement en une heure pour atteindre une valeur ici de plus de 4 à 5 personnes par mètre carré, ce qui commence à être un petit peu inquiétant dans certaines conditions.
Alors, cette mesure est très robuste. Hein. Les chercheurs sont retournés en 2023, en 2024. Donc c'est assez pratique finalement comme expérience d'avoir cette capacité de renouveler l'expérience plusieurs fois. Et il y a toujours cette augmentation de densité qui, certaines années, atteint même 6 personnes par mètre carré. Alors, ce qui est très intéressant dans cette situation, c'est que ce que je vous ai montré au début, cette scène où il y a des oscillations qui émergent au sein de la foule, se passe à partir du moment où la densité, à partir du moment où la densité atteint 4 personnes par mètre carré. Systématiquement, c'est seulement quand la densité de personnes est assez grande que ces oscillations émergent. Donc, à contrario, quand les gens viennent en début avant, un peu plus tôt, les gens s'accumulent, mais on ne voit pas ces oscillations. Ils viennent juste se mettre face à la mairie, mais il n'y a pas ces oscillations. Donc ça, c'est un exemple d'auto-organisation d'un certain type de matière active qui est composée non pas d'atomes, mais d'humains. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les recherches de la matière active. Alors, il y a beaucoup d'exemples de matière active dans différents systèmes. Vous êtes aussi sûrement très familier avec les nuées d'oiseaux. Alors, ce qui est intéressant dans les nuées d'oiseaux, c'est qu'il n'y a pas un oiseau qui est plus différent que les autres, qui dirige la nuée. Ils prennent à tour de rôle la position en tête de nuée et ils s'échangent. Donc, ces mouvements collectifs cohérents émergent par des interactions entre individus locales. Alors, on peut, ça vous êtes ici très familier. Hein, je me suis promené sur les bords d'Ajaccio et juste en penchant la tête par-dessus le rebord au port, on voit ces bancs de poissons. Ici, c'est un banc de sardines qui fait plusieurs kilomètres de long. Et encore une fois ici, il n'y a pas de leader, c'est vraiment un effet spontané. Tous ces poissons se mettent en mouvement dans une direction commune. Et on peut aussi continuer à descendre en échelle de taille. On peut regarder des insectes. Certaines fourmis aussi forment spontanément ce genre de mouvement collectif à des échelles bien plus grandes que les individus. S'il y a des centaines, voire des milliers de fourmis qui tournent continuellement comme ça là. Et si on va sur des échelles encore plus petites, ici là, je vous montre l'auto-organisation de bactéries. Donc, ces bactéries ici sont des petits bâtonnets que vous voyez, sont des bactéries qui nagent dans un milieu aqueux. Et quand la densité est importante, c'est que ces bactéries sont confinées dans ce disque que vous voyez là, elles forment ce mouvement collectif de façon spontanée. Il n'y a rien qui les force à tourner dans un sens ou à nager dans un autre. Alors peut-être encore plus surprenant, un dernier exemple. Dans le cas précédent, ces bactéries sont unicellulaires. Et ici, je vous montre non pas des cellules individuelles, mais des cellules qui forment un tissu. Chaque hexagone, ici noir, est une cellule. Et ensemble, elles forment un tissu. Ici, c'est un tissu embryonnaire, qui est un embryon qui est vieux de 3 heures, qui ensuite va se développer pour donner la mouche qu'on voit voler au-dessus des fruits, des bananes dans notre cuisine. Ce que je vais vous montrer, c'est ce qui se passe entre 3 heures de la vie de cet embryon et 3 heures 30 minutes, qui va être accéléré 75 fois pour qu'on puisse ensuite passer à autre chose. Donc, ceci est un exemple d'une étape de l'embryogénèse, donc de la formation des embryons qui vont finalement donner des organismes complexes avec des pattes, une tête et une queue. Ici, à 3 heures, l'embryon est juste encore non différencié, c'est une ellipse dont toutes les cellules sont exactement identiques. Et ce que vous voyez ici, c'est la formation, le début du formation et la différenciation d'une tête sur la gauche et d'une queue sur la droite. Et ça se fait par un repliement qui va permettre de créer un intérieur. On a tous un intérieur. Et pourtant, on est tous issus d'un embryon qui est sphérique et plein initialement. Donc ça, c'est
un autre exemple de mouvement collectif cohérent à l'échelle de beaucoup de cellules, qui est critique pour le développement de la vie. Alors, la recherche en matière active, c'est très excitant, parce qu'au fond, c'est essayer de comprendre les points communs ou des descriptions communes dans des systèmes que je viens de vous présenter, qui sont aussi variés que des foules d'humains un jour de fête, au développement des embryons et des individus. Alors, ici, on retrouve ces exemples à des échelles très très variées de taille, hein, des humains qui sont de l'ordre du mètre, aux bactéries qui sont, et aux cellules qui sont seulement de quelques micromètres. Et tous ces systèmes évoluent dans des environnements très différents. Ça peut être l'air, ça peut être l'eau, ça peut être... ils interagissent aussi par des mécanismes très différents les uns des autres, plus ou moins sociologiques, de cognition. Certains individus sont capables de voir leurs voisins, d'autres non. Un des points communs, c'est que la plupart sont dotés de la capacité de se mouvoir et de se mouvoir de façon autonome, en choisissant en quelque sorte la direction dans laquelle ils vont se déplacer. Par contre, le mode de locomotion entre un oiseau et moi, il y a un monde d'écart. Donc on s'accorde que tous ces systèmes sont très différents et pour autant, ils partagent des points communs et c'est sur ces points communs-là qu'on va nous construire nos descriptions de la matière active. Le premier point, c'est que ces individus sont actifs et donc ils sont autonomes et capables de mobilité. Ça, c'est un point clé qu'on va retrouver tout au long de cette présentation. Le deuxième point commun dans tous ces systèmes, c'est qu'ils montrent à des grandes échelles, bien plus grandes que la taille des individus, des mouvements collectifs cohérents. Ça peut être les foules, les nuées, les bancs que je viens d'illustrer. Et un point clé dans la physique de la matière active, c'est l'absence de leader. On est donc en présence ici de phénomènes d'auto-organisation. Les éléments vont, par leurs interactions locales, organiser leur déplacement. Donc, c'est ces points communs qui nous laissent espérer de pouvoir quand même décrire avec des modèles similaires ces systèmes si variés. Et donc, on parle en fait de rechercher l'universalité à travers ces systèmes. Jusqu'ici, tout est clair ? Fantastique. Alors, moi, dans mon travail, je ne vais pas sur le terrain, je ne vais pas à Pampelune, je ne vais pas encore dans l'océan, mais j'étudie ce genre de système au laboratoire. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter comment on peut étudier notamment un système qu'on appelle troupeau dans le labo. Alors pour ça, je vais commencer par dresser le cahier des charges de qu'est-ce qui serait une expérience très pratique pour étudier ce genre de phénomène collectif, et je vais vous montrer l'expérience qui remplit tous ces critères. Le premier ingrédient dont on a besoin, c'est avoir un très grand nombre d'individus pour étudier des phénomènes collectifs. Alors dans un labo, les humains, ça va être un peu limité. Là, on voit déjà qu'il va falloir penser à d'autres types d'individus. Il faut de l'activité, cette mobilité autonome. Cette mobilité autonome, elle vient au prix d'une consommation d'énergie. Si je peux me déplacer maintenant, avec un petit effet Larsen, c'est que j'ai pris un petit déjeuner ce matin. Et donc, je consomme cette énergie pour me mouvoir. Et dans les systèmes actifs, on va avoir besoin d'apporter de l'énergie. Et dans l'expérience que je vais vous montrer, cet apport d'énergie est vraiment clé. Et je crois que finalement, ceci est déchargé. L'avantage d'étudier ces phénomènes collectifs au laboratoire, c'est d'essayer non pas de subir les interactions que des individus complexes comme des humains vont avoir lorsqu'ils se trouvent en présence de leur père, ou d'essayer de comprendre comment les oiseaux se déplacent les uns par rapport aux autres, mais d'imposer des interactions simples entre les individus.
Ça, c'est un avantage de pouvoir faire ces études en laboratoire. Alors, je vais maintenant vous présenter le système qui remplit tous les points de ce cahier des charges. Pour étudier un grand nombre d'individus, on va utiliser des microsphères. Alors, des microsphères, ce sont des petites sphères qui s'achètent commercialement. Ça, c'est un petit flacon qui se conserve au réfrigérateur, de 10 millilitres d'une suspension de microsphères. C'est-à-dire que au sein de ce flacon se trouvent des petites microsphères de polystyrène, de plastique synthétique, de 5 microns de diamètre. Alors 5 microns, c'est 1/10 d'un diamètre de cheveux. Donc c'est vraiment très 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 petit. Et parce qu'ils sont très petits, dans ce flacon, il y a 10 milliards de sphères. Plus que d'humains sur la planète. Donc, je trouve ça assez remarquable. Par contre, ça demande non pas d'étudier ça avec les yeux, mais d'étudier ça au microscope. Alors, ceci est une photo de mon laboratoire à Leiden. Et en particulier, les expériences que je vais vous montrer sont, celles qui sont effectuées du moins dans mon laboratoire, sont effectuées sous le microscope que vous voyez ici. Alors, si on regarde justement au microscope, et ça c'est une vidéo prise sous le microscope en temps réel de ces microsphères, vous les voyez ici, vous voyez que ces microsphères ne sont pas statiques, elles se déplacent. Pour autant, ceci n'est pas de la mobilité active. Ici, il n'y a pas d'injection d'énergie jusqu'ici. Ici, vous assistez à ce qu'on appelle le mouvement brownien. Peut-être certains d'entre vous avez déjà entendu parler du mouvement brownien, mais c'est le mouvement qui est dû au choc des molécules du fluide qui entoure ces particules, qui à chaque instant entrent en collision avec la particule. Et ces particules sont si petites qu'à un instant donné, il peut y avoir un déséquilibre entre le nombre de collisions qu'elles subissent, ce qui fait qu'elles se déplacent un petit peu, et c'est ce qu'on observe ici. Mais ce déplacement, il n'est pas dirigé, il est aléatoire, et si on suit dans le temps, ici c'est une image inversée, mais si on suit la trajectoire de ces particules, on voit ces trajectoires très erratiques qui sont caractéristiques du mouvement brownien. Alors donc, ces microsphères sont idéales pour étudier des phénomènes collectifs, mais si on veut étudier des phénomènes collectifs actifs, on doit apporter de l'énergie, comme je l'ai dit précédemment. Et ce qu'on va faire, ici, il y a quelques-unes de ces particules qui sont confinées dans un disque de 1 mm de diamètre. On va utiliser de l'énergie électrique. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au laboratoire, on est capable d'appliquer un champ électrique qui est symbolisé par ce symbole et cette flèche. Ceci est une flèche. Je m'explique. Ceci est une flèche qui pointe en dehors du plan. D'accord. Ce qui veut dire que, vous voyez, les particules maintenant ont un mouvement complètement différent. C'est un mouvement qu'on dit autopropulsé, un mouvement actif. Elles sont capables de se diriger de façon presque rectiligne jusqu'à ce qu'elles entrent en collision les unes avec les autres ou avec la bordure qui les confine. D'accord. Alors, ce qui est important, c'est qu'on voit qu'elles se déplacent dans toutes les directions. Et ça, c'est lié au fait que ce champ électrique ici n'impose aucune direction privilégiée. Le champ électrique est une flèche qui pointe hors du plan et non pas de gauche à droite ou de haut en bas. Et ça, c'est un des éléments clés. On est capable à la fois d'apporter de l'énergie à toutes ces particules, mais qu'elles conservent leur autonomie de déplacement dans une direction ou dans l'autre. Alors, vous voyez peut-être également que quand deux particules se rapprochent l'une de l'autre, elles dévient un peu de leur trajectoire. Et ça, c'est un effet des interactions qu'on cherche à bien comprendre et à maîtriser dans ces systèmes. Alors, ce que vous voyez ici, ce n'est pas ce que j'appelle un troupeau, parce qu'un troupeau est un mouvement collectif ordonné. Et ici, vous avez une illustration d'un système très désordonné, où si on regarde la direction de déplacement de tous les individus à n'importe quel instant, on a des directions qui vont dans tous les sens. D'accord ? Alors, pour obtenir un troupeau, on a besoin que les interactions entre les particules soient plus fortes. Et une façon simple de réaliser ça, c'est de mettre ces particules à plus grande densité, exactement comme dans la foule dont j'ai discuté au début de cette présentation.
Alors, maintenant, il reste encore à activer les particules en appliquant le champ électrique, et voilà ce qu'on observe. Alors, vous voyez ici l'émergence d'un troupeau de microsphères de plastique, qui est observé sous le microscope. Et cet exemple-là, ici, vous voyez à peu près 10 000 microsphères qui participent à ce troupeau. Alors, il y a plusieurs observations, c'est un résultat remarquable. Il y a plusieurs observations importantes. La première, c'est que l'ordre n'est pas instantané. Alors, par la notion d'ordre, je veux dire le fait que les particules se déplacent dans la même direction, au moins localement. Donc, l'ordre n'est pas instantané, il y a un processus, et c'est un point sur lequel je vais revenir dans un instant. Et vous voyez ici que on va le laisser une dernière fois. On voit un peu des micro-troupeaux. Je reviendrai sur cette notion qui se forme jusqu'à ce que le troupeau forme ce vortex qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si je répète cette expérience avec une probabilité de 50-50, il se peut que le troupeau choisisse l'autre direction de déplacement. Et ça, c'est le côté émergent, c'est spontané. La formation de ce troupeau est spontanée. Pour ces microsphères de plastique, il n'y a rien qui privilégie une direction ou l'autre. Comme les oiseaux qu'on voit changer de direction. Alors, je vais donner un peu d'explication pourquoi ces microsphères qui se déplacent dans le liquide finissent par former un troupeau. Et ça, on peut le comprendre bien, puisqu'on est dans un système où les interactions entre des microsphères synthétiques peuvent être bien explicitées par des lois de la physique simples et connues depuis plusieurs siècles. Ici, l'ingrédient important, ça va être l'interaction hydrodynamique, l'interaction qui se fait à travers le fluide dans lequel ces particules se déplacent. Alors, vous pouvez imaginer que vous allez dans la mer, à Leiden dans la piscine, et ici dans la mer, l'eau est chaude, et vous vous mettez à nager, donc ça c'est une particule qui se déplace, vous savez bien que vous créez un écoulement de l'eau qui vous entoure. Cet écoulement ici, je le schématise par ces flèches bleues. Donc, si maintenant on considère une autre particule qui se trouve au voisinage de la première, elle va réagir dans cet écoulement. Et on peut montrer, à partir des équations qui régissent ces écoulements, que la particule va simplement s'aligner avec l'écoulement local dans lequel elle se trouve. Et donc ici, puisque l'écoulement local va finalement, où que soit la particule, elle va un petit peu aligner sa direction de déplacement avec sa voisine. Alors c'est des interactions locales, mais qui se reproduisent tout au sein de l'assemblée de microsphères. Et c'est ça qui explique l'émergence, l'apparition d'un troupeau. Alors, je m'excuse pour cette équation. Pour le coup, ça c'est mon père qui m'a dit de la mettre ici. C'est juste pour montrer que ce que je vous ai expliqué à l'instant, en fait, peut s'écrire de façon généralisée avec un formalisme mathématique, mais finalement pas si compliqué que ça. Donc, c'est des équations du mouvement pour cette assemblée de particules. La première équation dit seulement que toutes ces particules veulent se déplacer à vitesse constante dans n'importe quelle direction, mais elles veulent toujours aller à une certaine vitesse. C'est finalement une loi assez simple. Il y a peu de fluctuations de vitesse. Donc ça va toujours être 2 km par heure, disons, mais dans n'importe quelle direction. Ça, c'est une loi assez simple. La deuxième équation, c'est une équation qui régit la réorientation des particules. Ce terme-là est exactement celui que je viens de vous décrire. Cette tendance à s'aligner, à aligner les directions de déplacement les uns avec les autres. Et le premier terme, c'est un bruit, une composante aléatoire qu'on voyait déjà dans le système dilué. On voit que toutes les particules n'allaient pas parfaitement droite.
Et c'est la compétition entre ce bruit, cette imperfection du déplacement individuel des particules et leur tendance à s'aligner qui explique qu'à basse densité, le système est désordonné et à haute densité, il s'ordonne, il forme un troupeau. C'est ce terme qui domine. Voilà. J'espère que maintenant cette équation ne vous fait plus peur. Il n'y aura pas d'examen. Il faut rassurer. Donc finalement, ce cahier des charges qu'on avait établi pour étudier les troupeaux et les mouvements collectifs en laboratoire est rempli. On a un très grand nombre d'individus en utilisant ces microsphères de plastique. On les rend actives par un champ électrique. Bien sûr, il y a un mécanisme un petit peu complexe qui permet à la fois de donner de l'énergie à ces particules sans leur imposer une direction de déplacement. Et les interactions sont de nature principalement hydrodynamique. Elles sont médiées par l'environnement, par le fluide. Et ça, c'est des choses qui sont bien connues en physique, donc qu'on maîtrise. Alors, on ne peut pas forcément les changer en volonté, mais au moins on les comprend et on peut les quantifier de façon précise. Voilà. Jusqu'ici aussi, tout est clair? Fantastique. Alors, il y a une question que j'aimerais donner un peu plus d'éléments, aussi pour illustrer un peu comment on procède dans l'étude de ces troupeaux. C'est cette formation progressive qu'on voit de l'ordre au cours du temps. On voit que d'abord, il y a beaucoup de petits troupeaux, et ensuite, à la fin, un seul grand troupeau émerge et continuerait, tant que dure l'expérience, ce troupeau demeurerait et continuerait à tourner. Alors, ici, c'est un troupeau de 10 000 particules déjà, mais Amélie Chardac, qui est ici, qui a co-organisé cette conférence, a voulu étudier ce mécanisme en plus grand détail. Et finalement, elle a décidé de reproduire la même expérience, mais sur une taille encore plus grande. C'est-à-dire que ici, ce que je vous montre maintenant fait 2 cm par 2 cm. Alors, ça paraît toujours petit, mais maintenant, on a plus d'1 million de particules qui participent à ce troupeau. Et je vais simplement montrer la vidéo d'Amélie qui parle d'elle-même. Et voilà. Cette vidéo, c'est en temps réel, si je ne me trompe pas. C'est ce qui se passe. Donc, encore une fois, ici, je ne sais plus d'ailleurs si le précédent troupeau était dans un sens ou dans l'autre, mais encore une fois, ceci est vraiment aléatoire. Ce serait lancer un dé à 2 faces, en quelque sorte. Donc, pour étudier ce qui se passe en plus grand détail, ce qu'on observe déjà, c'est vraiment l'émergence initiale de plein de petits domaines qui forment comme des petits troupeaux. Donc, au sein de ces domaines, localement, les particules vont dans la même direction, mais on a plein de domaines qui eux, ne sont pas compatibles les uns avec les autres. Et donc, en regardant ce qui se passe au cours du temps, on voit visuellement que ces domaines deviennent de plus en plus gros et de moins en moins nombreux, jusqu'à l'obtention d'un troupeau parfait. Alors, ici, c'est la même observation, mais au lieu d'avoir une vue en perspective, c'est une vue prise par le microscope, donc une vue directe. Et pour comprendre comment le système passe d'un état désordonné à un système ordonné, il y a un concept clé que je vais essayer d'expliquer maintenant, qui est le concept de défaut. Alors, il est plus simple d'expliquer ce concept sur l'état final du système. Et le défaut dont je vous parle, il est symbolisé ici par un point. Ceci n'est pas une particule, c'est juste un symbole pour le défaut. Il se trouve au cœur du troupeau. Alors, un défaut, c'est un endroit où toutes les particules ne peuvent pas s'aligner les unes avec les autres. Donc ici, vous voyez peut-être les flèches qui symbolisent la direction de déplacement des particules localement. Et
si vous cherchez à aligner toutes les particules les unes avec les autres, vous mettriez toutes les flèches vers le haut. Le problème, c'est que ce système est dynamique. Il va rencontrer la bordure. Donc au lieu de ça, on peut se dire il faut que toutes les flèches aillent le long de la bordure. D'accord ? Comme ça, les particules ne peuvent pas s'échapper. Mais si on fait ça et qu'ensuite on cherche à mettre les flèches parallèles les unes aux autres partout, on se trouve obligé d'avoir un endroit où on ne peut pas satisfaire cette condition que toutes les flèches soient alignées. Et c'est ça qu'on appelle un défaut. C'est une impossibilité d'avoir un alignement local. Alors, Amélie a répété cette étude sur tous les états, donc a localisé les défauts, là où l'alignement se trouve impossible, à travers l'évolution de la séquence vidéo. Alors, il se trouve qu'il y a deux types de défauts qui sont symbolisés par deux couleurs différentes. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais vous voyez que l'apparition d'ordre se fait par l'élimination de ces défauts au cours du temps. Voilà. Et donc, c'est comme ça que l'auto-organisation se fait. Je crois qu'avec ça... Alors, si vous avez bien suivi mon explication, on était dans un troupeau qui était presque parfaitement ordonné dans le cas précédent, mais qui avait quand même un défaut. Et ce défaut, en fait, il était hérité de la frontière, de la barrière qui confinait les particules. Donc si on répète l'expérience, mais qu'au lieu de confiner toutes ces particules dans un disque, on les confine dans un système en forme de piste d'athlétisme, maintenant, la condition que toutes les flèches soient alignées à la fois avec les bordures et à la fois entre elles, en fait, peut se faire sans l'apparition d'aucun défaut. Et c'est ce que je vous montre ici, un troupeau qui n'a aucun défaut. Toutes les particules se déplacent dans la même direction. Et encore une fois, dans ce système, si je répète l'expérience, il se peut que le troupeau se déplace dans un sens ou dans l'autre, de façon spontanée. Alors, j'arrive à la fin de ma présentation. J'aimerais maintenant vous montrer en direct un troupeau synthétique qui se trouve ici. Celui-là n'est pas microscopique, parce qu'on aurait besoin d'amener un microscope pour le voir. Il est macroscopique et je vous invite aussi à la fin de la présentation, si vous voulez voir un petit peu plus, à regarder ce qui se passe. On va mettre... Ah, merci. Voilà. Alors ici, vous voyez... Très bien. On va enregistrer ça en direct. Vous voyez ici nos individus qui sont pour l'instant très passifs. Ce sont des billes de plastique de 2 mm de diamètre. Elles sont dans un milieu encore avec un fluide, ce qui est nécessaire pour le mécanisme d'autopropulsion. Vous voyez ici d'ailleurs, il reste une petite bulle. Et l'ingrédient qui manque pour avoir un troupeau, c'est l'électricité. Et j'ai un collègue fantastique à l'université de Leiden qui travaille au département d'électricité. Je lui ai demandé, j'ai besoin d'appliquer 1 kV à Cargèse. Et voilà ce qu'il m'a donné. Voilà. Ne me demandez pas comment ça marche. Il y a ici 4 piles AA, mais une conversion de tension permet d'appliquer 1 kV qui sont les tensions nécessaires pour rendre les particules mobiles. Alors je vais appuyer sur le bouton en direct. Alors normalement c'est pour tester les hautes tensions, donc je dois rester appuyé sur le bouton pour que ça marche. C'est parti. Alors, vous voyez l'émergence des mini-troupeaux.
Ah, on a deux troupeaux qui vont dans des sens opposés. C'est là où on peut lancer les paris. Peut-être un bon moyen de financer la recherche. Qui sait. Ah. Il y a des configurations qui sont plus lentes que d'autres à converger vers un état stationnaire. Mais j'ai le doigt solide. C'est de la physique. Alors, j'y crois. Et qu'est-ce qui fait que c'est pas stable d'avoir deux cellules C'est les deux défauts. Il y a plus de défauts dans cet état-là que dans l'état avec un troupeau parfait. Donc, Amélie, on a rarement vu des troupeaux aussi récalcitrants. Ils sont têtus là. Hein. J'espère que les batteries que les piles sont bien chargées. Alors moi j'ai toute la nuit, mais si certains d'entre vous veulent remonter au village. Si là tu arrêtes de les activer et que tu recommences, est-ce que les directions sont à nouveau aléatoires? Alors si tout le monde est d'accord, on peut faire l'expérience. Ça m'arrange bien. Alors je vais retirer mon doigt. Alors, vous voyez que les particules s'arrêtent instantanément. Alors c'est un système qui est un peu plus visqueux. Hein, le liquide est assez visqueux, il y a très peu d'inertie. Donc les particules ne continuent pas sur leur lancée. Alors je vais relancer. Merci beaucoup. Et oui, elles sont parties dans l'autre direction un petit peu. Mais oui, elles repartent dans des directions aléatoires. Du fait de leur environnement proche, on va le refaire à nouveau. Et il y en a 4 cellules. Voilà, elle peut, hop, pareil. Allez, alors on repart d'ici. C'est parti. Avec un peu plus de chance, j'espère. Ah là c'est bien. Ça va être au moment où je dis ça, il y a le trou. C'est bientôt bon là, non? Eh oui. Donc on a... Oh, il y a un tout petit... Il y a même des moutons qui sautent sur le... Voilà. Voilà. Merci. Voilà. Si vous voulez venir voir de plus près et former un troupeau vous-même, vous êtes bienvenus. Je vais juste conclure avec une petite... Alors, j'ai montré aujourd'hui des travaux de très très nombreux chercheurs qui travaillent à des endroits de la planète très variés, mais j'aimerais particulièrement remercier des gens avec qui j'ai eu la chance de travailler. Donc, Denis Bartolo qui a imaginé cette expérience de troupeau sous le microscope et qui a été mon directeur de thèse à l'ENS de Lyon. Amélie Chardac, avec qui on a été collègues à l'ENS de Lyon, qui a co-organisé cette conférence avec Yann et d'autres, et qui a fait cette étude des défauts et du processus d'ordre dans ces défauts, et Nicolas Bain et François Agu qui ont participé à l'étude avec Denis Bartolo des foules de pamplunes que je vous ai présentées en début. Mais encore une fois, il y avait beaucoup de travaux de très nombreux chercheurs. C'est vraiment un effort collectif.
Avec ça, je vous remercie beaucoup pour votre attention.